Yo tout le monde, c'est Eva et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti, générique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu horreur. Ça fait un moment que je vous en ai pas sorti. J'avais oublié à quel point c'était compliqué de faire ces recherches pour les scripts. Et dans cette vidéo, on va se concentrer sur 5 histoires mystérieuses, exactement ce que vous avez vu dans le titre. Bref, c'est parti pour la première histoire. Le matin du 1er décembre 1948, sur la plage de Somerton dans le sud de l'Australie, le corps d'un homme est retrouvé assis contre une digue. L'homme est bien habillé. Il a un costume repassé, des chaussures cirées, mais il est mort. Seulement sur lui, il n'y a pas de traces de sang, pas de blessure apparente, pas de portefeuille et pas de papier d'identité. La police se met alors à chercher plus d'informations, en fouillant les vêtements de l'homme. Les vêtements ont l'air de bonne qualité, mais premier fait étrange, toutes les étiquettes ont été soigneusement découpées. Sur l'homme, ils trouveront un peigne, un paquet de chewing-gum, une boîte d'allumettes, une cigarette qui n'avait pas été allumée cachée derrière son oreille et une à moitié consumée retrouvée dans son col. Un paquet de cigarettes contenant à l'intérieur des cigarettes d'une autre marque bien plus chère, un ticket de train qui n'avait pas été utilisé, un ticket de bus qui lui avait été utilisé pour descendre à un arrêt la veille qui se trouvait à 1 km de l'endroit où on a retrouvé le corps. Et pour finir, un petit bout de papier déchiré d'un livre a été retrouvé dans la poche cachée de son pantalon, avec écrit dessus Taman Shud. Désolé pour la prononciation, vous avez l'habitude, je ne sais pas parler. Ces mots viennent d'un recueil de poésie perse très ancien, le Rubaiyat d'Omar Khayyam. Taman Shud signifierait approximativement la fin ou c'est fini. L'autopsie n'ayant rien donné, l'homme n'est toujours pas identifié. Et les enquêteurs décident alors de faire une sorte d'appel à témoins. Et quelques semaines plus tard, un homme se présente à la police. Il a trouvé un livre dans sa voiture, apparemment oublié sur le siège arrière puisque le livre ne lui appartient pas. C'est justement ce fameux Rubaiyat. Et devinez quoi? Il manque la dernière page, celle avec les mots Taman Shud. Oui, vas-y, allez, va faire bouffe. Génial, merci. La reprise des vidéos, c'est vraiment super facile avec un chien qui n'est pas éduqué. C'est quelque chose qu'on apprécie, les aboiements, tout ça, c'est cool, ça met un peu un feeling sur la vidéo et tout, vraiment, on adore. Dans le livre, les enquêteurs découvrent un code étrange, griffonné à la main. Des suites de lettres sans signification apparente, qui restent encore indéchiffrées aujourd'hui. Au dos de ce livre, la police trouve également un numéro de téléphone, qui appartenait à une ancienne infirmière qui habitait à 400 mètres de la plage de Somerton, là où avait été retrouvé le corps. La femme a alors été interrogée. Elle confirma que le livre était bien le sien, mais qu'il n'était plus en sa possession depuis des années. Puisqu'elle l'avait donné en 1945 à un lieutenant qui s'appelait Alfred Boxall, dont elle était tombée amoureuse. Mais elle disait l'avoir perdu de vue, puisque, entre-temps, elle s'était mariée à un autre homme. Les enquêteurs décident alors de lui montrer un moulage en plâtre du buste de notre victime. Et là, ils remarquent quelque chose d'assez étrange. En le voyant, la femme faillit s'évanouir. Mais malgré ça, elle maintiendra sa version, qui est qu'elle ne reconnaît absolument pas cet homme. Plusieurs théories ont alors émergé. Espionnage, suicide déguisé, complot, et certains pensent même que c'était un agent secret tué pendant la guerre froide. Mais malgré des analyses ADN réalisées des décennies plus tard, personne ne sait avec certitude qui était cet homme, qu'est-ce qu'il faisait là, et surtout comment est-il mort. Tout ce qu'on a, c'est une date, un corps, un mot mystérieux et un mystère qui continuera d'hanter cette plage d'Australie. Je vous avais prévenu, c'est que des histoires mystérieuses. Donc forcément, on n'a pas la fin. Je veux vos théories dans les commentaires. Qui est cet homme selon vous? Est-ce que c'était l'amant de l'infirmière à qui ils ont retrouvé le numéro et elle a menti parce qu'entre-temps, elle a retrouvé quelqu'un? Est-ce que c'était un agent secret? On sait pas. Et j'adore ce genre d'histoire. J'adore les histoires où à la fin on sait pas. Parce qu'à la fin, on peut s'imaginer tout un tas de trucs. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires et on passe tout de suite à la deuxième histoire. Imaginez un livre de 234 pages, rédigé à la main, rempli de plantes qui n'existent pas, de symboles indéchiffrables et de dessins étranges. Eh bien, ce livre existe. C'est le manuscrit de Voynich, l'un des livres les plus mystérieux de l'histoire. On le découvre en 1912, dans une vieille bibliothèque italienne, par un collectionneur de livres anciens, Wilfried Voynich, à qui il doit son nom, puisque personne ne connaît le nom original de ce livre, car quand il a été trouvé, il n'y avait plus de couverture. Et son contenu, personne n'arrive à le comprendre ou à le décrypter. Le texte est écrit dans une langue inconnue et son alphabet ne ressemble à rien de ce que l'on connaît déjà. Depuis plus d'un siècle, des historiens, des cryptographes, des linguistes et même la CIA ont tenté de le décrypter. Résultat, rien. Aucun mot, aucune phrase, aucune structure grammaticale claire. Certains pensent qu'il s'agit d'un canular médiéval. D'autres croient qu'il renferme des connaissances
occultes ou alchimiques, comme un grimoire de sorcier perdu ou un livre de remèdes naturels. Ou un livre venu de notre monde avec une langue extraterrestre. Parce qu'il y a toujours des extraterrestres quelque part, c'est bien connu. Ce qui rend ce livre encore plus fascinant, c'est qu'il a été scientifiquement daté du début des années 1400. Ce qui écarte l'idée d'un faux moderne. Alors qui a écrit ce manuscrit? Pourquoi l'a-t-il écrit? Est-ce une forme de savoir perdu ou simplement un code si bien conçu qu'il reste encore aujourd'hui impossible à décoder? Personne ne le sait et peut-être qu'on ne le saura jamais. Cette histoire se déroule à la Nouvelle-Orléans, ville de sorcières, de mystères en tout genre, de musique et de meurtres. Tout commence en mai 1918. Joseph et Catherine Maggio, un couple d'épiciers italiens, sont retrouvés assassinés dans leur lit, le crâne fendu par une hache et la gorge tranchée par une lame de rasoir. La police est perplexe, il n'y a pas vraiment de traces d'effraction, et la hache, elle appartenait au couple lui-même. Entre 1918 et 1919, les meurtres continuent, et ils sont tous quasi similaires. Les victimes sont souvent d'origine italienne, et la plupart sont des épiciers. Le tueur pénètre dans les maisons la nuit en retirant un panneau de porte. Il ne vole rien, il frappe pendant leur sommeil, et il utilise une hache, toujours trouvée sur place. Mais l'histoire bascule en mars 1919, lorsque la police et les journaux de la Nouvelle-Orléans reçoivent une lettre étrange, signée par le meurtrier lui-même. La lettre est très longue, donc je vous ai fait un résumé, et ça dit « Ils n'auront jamais une idée de qui je suis, ou de ce que je suis. Je suis un esprit, un démon venu de l'enfer. Je suis ce que vous, habitants de la Nouvelle-Orléans, appelez l'homme à la hache. Le mardi 19 mars, à minuit 15, heure terrestre, je reviendrai. Mais je vous fais une promesse. Quiconque ce soir-là jouera du jazz chez lui ne sera pas attaqué. » Cette nuit-là, toute la ville s'est mise à jouer du jazz. Dans les maisons, dans les bars, dans les rues. Et comme promis, aucun meurtre ne sera commis. Après cette nuit-là, il y a eu quelques autres attaques. Parfois mortelles, parfois non. Et selon plusieurs rumeurs, il s'agirait d'un imitateur, et pas du meurtrier lui-même. Et puis l'assassin disparaît aussi vite qu'il est venu. Pas de visage, pas de nom, pas d'arrestation. Le mystère reste entier. Et à la Nouvelle-Orléans, certains disent encore qu'il faut faire attention à ce que l'on écoute les soirs de pleine lune. Je sais qu'il y en a qui sont perturbés parce que toutes les histoires, il n'y a pas de conclusion, on ne sait pas, mais c'est le but. C'est 5 histoires mystérieuses. On ne connaît pas la fin. Et je pense que personne la connaîtra parce que c'est que des histoires qui datent. Bref, on passe tout de suite à la 4e histoire. C'était l'une des familles les plus puissantes d'Amérique. Beau, riche, puissant, la famille Kennedy semblait avoir tout pour réussir. Mais derrière le rêve américain se cache une suite de tragédies. Une lignée frappée par une sorte de malédiction. Une malédiction qui, génération après génération, semble s'abattre sur eux. Tout commence avec l'aîné de la fratrie, Joseph Kennedy Jr. Il avait été pressenti pour devenir président, mais le 12 août 1944, il meurt dans une explosion en plein vol, lors d'une mission secrète pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait 29 ans. En 1941, Rose Marie Kennedy, la sœur de John, est jugée instable par son père. Elle subit une lobotomie à l'âge de 23 ans. Mais l'opération, vous vous en doutez, tourne au drame et elle devient incapable de marcher normalement et de parler. Elle vivra cachée du public jusqu'à sa mort en 2005. Puis malheureusement arrive la mort la plus connue de cette famille, celle de John Fitzgerald Kennedy. Le 22 novembre 1963, à Dallas, le 35e président des États-Unis est assassiné d'une balle en pleine tête sous les yeux de sa femme. Il avait 46 ans. L'affaire bouleverse le monde, mais le mystère reste entier. Est-ce un tireur isolé, un complot? Encore aujourd'hui, personne ne le sait. 5 ans plus tard, le 5 juin 1968, alors qu'il vient de gagner les primaires démocrates, Robert Kennedy est abattu à Los Angeles en pleine campagne présidentielle. Le 18 juillet 1969, Ted Kennedy, le plus jeune des frères, perd le contrôle de sa voiture sur un pont. Sa passagère, Mary Jo Koppensch, meurt noyée. Ted s'en sort mais ne prévient pas la police de suite, et son silence après l'accident détruit ses chances de devenir président un jour. Bon, en même temps, mérité, t'as buté quelqu'un, mon frère, et ça ne s'arrête pas là. Le 25 avril 1984, David Kennedy, le fils de Robert, meurt d'une overdose à l'âge de 28 ans. En 1997, un autre fils, Michael Kennedy, meurt dans un accident de ski après avoir percuté un arbre à pleine vitesse. Puis, le 16 juillet 1999, John Fitzgerald Kennedy Jr., le fils du 35e président, pilote un petit avion avec sa femme et sa belle-sœur. Seulement, la météo n'est pas de leur côté. Et ils disparaissent en mer au large de Martha's Vineyard. Je vous mets le nom là parce que vraiment les prononciations, c'est pas pour moi aujourd'hui. Je n'arrive pas à parler, c'est terrible. Leur corps sera retrouvé quelques jours plus tard. Il avait 38 ans. Avion, balles, noyades, maladies, drogue. Une dynastie née pour régner mais poursuivie par une ombre invisible. Ah maman, j'arrive pas à parler. Oui, mais j'arrive pas à parler, je sais pas articuler.
C'est terrible, j'en peux plus. Alors selon vous, est-ce que c'est une malédiction, le prix à payer pour une famille puissante ou simple coïncidence sur une famille extrêmement médiatisée? Personnellement, j'ai toujours opté pour la malédiction. J'aime bien les trucs mystérieux, c'est horrible à dire, mais j'aime bien les trucs mystérieux, un peu malédiction, un peu maudit, un peu... Voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on passe tout de suite à la 5e histoire. Bon, vous allez me détester, c'est Eva du montage. En fait, je vous explique. Je me suis fait avoir comme Squeezie et les pyramides. J'ai trop la haine. En fait, la 5e histoire que j'avais prévu de vous raconter dans cette vidéo, j'avais des doutes au moment de faire le script. Je me disais, il y a certaines informations, elles collent pas sur les mêmes articles, ça paraît louche. Et au final, j'ai vérifié. Effectivement, cette histoire n'existe tout simplement pas. C'est une légende. Donc je me vois mal la mettre dans cette vidéo, puisqu'on parle pas de légende, mais de vraies histoires mystérieuses. Donc vous n'aurez que 4 histoires. Voilà. Désolée, parce que là on est le samedi, la vidéo elle sort demain, je n'ai pas le temps de faire le script d'une autre histoire, je n'ai pas le temps de la tourner, et je n'ai pas le temps de la monter. Donc, désolée, mais vous aurez que 4 histoires. Voilà. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu à lire un script, c'était très compliqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des histoires dans les commentaires, j'aimerais trop qu'on en débatte tous ensemble parce que toutes ces histoires sont mystérieuses et j'adore ça. Est-ce que je suis bizarre? Oui, certainement. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!